Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision. Bienvenue dans cette édition d'information. Après 12 jours de repos, élèves et encadreurs ont repris ce lundi le chemin de l'école. Joint au téléphone dans l'émission La Tribune de l'actualité, plus le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Dr Ibrahima Nkrumah, a lancé un appel à l'endroit non seulement des élèves mais aussi des apprenants pour que la journée d'aujourd'hui soit une reprise réussie. On va regarder Ibrahima Nkrumah. Je voudrais demander du calme, de prendre de la sérénité et de savoir que ce retard qu'ils ont connu, qu'ils peuvent considérer comme étant un retard et pas un retard pour nous, parce que toutes les dispositions seront prises afin que le cours soit donné de façon régulière. Ce que nous leur demandons, c'est l'interruption des classes, de faire en sorte que l'assiduité, la présence régulière et le sérieux les caractérisent. Et aux encadreurs, je voudrais demander de prendre toutes les dispositions pour qu'au niveau de nos salles de classe, de nos constructions scolaires, que ce ne soit pas des lieux de dégradation, que ce ne soit pas des lieux de violence, et que toutes les dispositions soient prises pour que les cours soient donnés de façon très correcte et de façon très honnête. Je voudrais leur dire que l'objectif de chacun de nous aujourd'hui est de faire en sorte que ces enfants dont nous avons la responsabilité soient bien formés. Les enfants dont nous avons la responsabilité ne soient pas dans la rue, soit dans une cité, soit en classe. Malheureusement, cet appel du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation n'a pas été entendu ni par les encadreurs ni par les apprenants. Une situation qui s'explique aussi par la grève prolongée des encadreurs lancée par l'intersyndicale de l'éducation depuis le 6 février dernier. La physionomie des écoles sillonnées dans la capitale, c'est bien dans ce reportage de Bountourabi Keita. Après quelques jours de congés forcés, les élèves des écoles publiques et privées n'ont pratiquement pas repris les cours ce lundi comme prévu. Une non-reprise due à l'absence des élèves, mais aussi des enseignants. D'après le constat, peu d'élèves et de professeurs ont répondu à l'appel. Les enseignants sont venus. Ce sont les élèves qui ne sont pas venus massivement à Kaloum. Comme vous le constatez, vous avez vu les élèves et certains élèves qui sont là, mais les enseignants aussi sont là en grand nombre, mais les élèves ne sont pas là. Tous les élèves ne sont pas là. Si la directrice de l'éducation communale de Kaloum situe la responsabilité du côté des élèves, ceux-ci pointent du doigt leurs professeurs qui, selon eux, ne sont pas venus en classe. Il n'y a pas eu une reprise effective. Non, ça on ne peut pas le dire. Nous sommes venus depuis 7h45, nous n'avons rien fait. D'abord, on a révisé entre nous, vous avez vu ce qui est au tableau. C'était une révision de notre part. On n'a rien fait. Le proviseur est là, le censeur, ouais, ils sont là. Mais les professeurs essentiels ne sont pas là en fait. Selon ce qu'ils nous rapportent, ils sont en grève. Chérif Tolno est le directeur des études de l'École nationale des chemins de fer. Lui, il craint les retombées de ce blocage des cours sur l'achèvement du calendrier annuel des programmes. Les conséquences sont énormes. Les conséquences sont très énormes, dans le sens que ici c'est une école technique. C'est une école technique. Alors, il faut à tout prix terminer les programmes de formation. Chez nous, nous disons quoi? Un boulon 13 est égal à un écrou 13. Tu ne peux pas prendre un boulon 13 et le mettre à la place d'un écrou 14. Ce n'est pas possible. Donc si la technique n'est pas maîtrisée, alors l'élève qui sort, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Alors l'emploi du temps ou le calendrier scolaire est très bien établi de telle manière que nous ne devons même pas perdre quelques heures de cours. À l'allure où vont les choses, l'on se demande à quand la reprise effective des cours dans les écoles du pays. Pendant ce temps, des citoyens ont manifesté leur mécontentement, comme d'ailleurs d'habitude, dans certains quartiers de la banlieue de Conakry suite à la non-reprise des cours. À Bambeto, par exemple, des jeunes ont érigé des barricades réclamant ainsi le démarrage effectif des cours. Saloum Kondé nous fait le constat. La panique qui s'est emparée ce matin de l'axe Bambeto-Koza s'explique par le prolongement de la grève des enseignants et la non-reprise des cours ce 13 février 2017. Le mécontentement des citoyens a complètement paralysé la circulation. Des jeunes en colère ont érigé des barricades pour empêcher les voitures de circuler dans le bon sens. Nous avons tous nos enfants aujourd'hui qui sont à la maison. Aujourd'hui, on espérait que les cours allaient recommencer, mais très fort malheureusement, nous apprenons aujourd'hui encore que les congés sont repoussés pour des raisons non justifiées. Et nous nous demandons jusqu'à quand. Et en plus de ça, il ne faudrait pas oublier, il y a la grève
de syndicats des enseignements qui s'ajoutent à ça. Il y a la grève aussi des enseignants, des écoles qui s'ajoutent à ça. Et donc il y a non seulement le mécontentement des parents d'élèves, quelque part, il y a le mécontentement des enseignants, il y a le mécontentement aussi des élèves. Cette manifestation est selon eux une façon d'attirer l'attention du gouvernement. Ils estiment que le droit à l'éducation doit s'accorder à tous les citoyens du pays. Aujourd'hui, nous avons besoin forcément que les enfants puissent reprendre les cours. Donc je voudrais que le ministre, à travers le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Éducation, que ceux-ci-là puissent se retrouver pour trouver une solution idoine à ces problèmes-là, pour ne pas que ça perdure. Parce que quand ça perdure, ce n'est pas profitable ni pour vous, ni pour nous, ni pour les élèves. Cet appel de Diallo Gouressi pourrait-il changer la donne? Les jours à venir nous édifieront. Et justement, en parlant de cette situation, plusieurs acteurs politiques ont dénoncé la façon dont le recrutement des 5000 nouveaux enseignants s'est déroulé. C'est le cas du vice-président exclu de l'UFDG, Baouri, qui pense que lors de ce recrutement, la priorité devrait être donnée aux contractuels qui étaient déjà en situation de classe. Le décryptage est fait par Soari Boubacar. Le dernier recrutement des 5000 enseignants selon les autorités en charge du système éducatif, en plus des diplômés des ZENI et l'ISEG, des contractuels en situation de classe, était ouvert à tous. Une démarche qui n'est pas appréciée par le leader politique Baouri. Pour lui, la priorité devrait être donnée à ceux qui étaient déjà en situation de classe. La procédure de recrutement a été biaisée de ce point de vue-là parce que rien ne remplace l'expérience. C'est pas parce qu'un jour on fait un texte, on fait très bien le texte, on 100%. Trouve le sujet, que nécessairement on est apte à tenir une classe et à enseigner. L'expérience est quelque chose d'extrêmement important, surtout pour tenir une classe, pour être avec des élèves, pour connaître les programmes. Selon Baouri, le département en charge de l'enseignement préuniversitaire devait surtout s'appesantir sur l'expérience qui est pour lui le facteur indispensable au niveau du système éducatif. Des personnes qui ont eu 3 années, 4 années, 5 années d'expérience pédagogique en situation de classe, je pense qu'en principe, ils sont prioritaires, un. Et deuxièmement, ce sont des personnes qui ont en principe été les inspections pédagogiques qui doivent passer régulièrement pour s'assurer de la qualité, doivent noter ces enseignants contractuels. Et au bout de 5, 6, 7 ans, on peut avoir une idée de la performance d'un enseignant contractuel et qui devrait, à la suite de ces notes, avoir la qualité, être titularisé. Il faut qu'on arrête avec l'improvisation de manière générale au niveau de l'éducation si on veut lui donner ses lettres de noblesse d'antan, a conclu Baouri. Changeons à présent de sujet. Les députés ont procédé ce week-end à l'adoption et à l'amendement de l'avant-projet du chronogramme de la session extraordinaire 2017. Les parlementaires ont aussi adopté à l'unanimité le projet de loi portant autorisation de ratification des résolutions 612 et 613 du Conseil d'administration de la Banque internationale pour la construction et le développement BIRD en abrégé. Ces résolutions sont relatives à la souscription de la Guinée à l'augmentation du capital de la dite institution. Li Mariam Bailo. Le gouvernement guinéen a soumis à l'Assemblée nationale l'autorisation de souscription au capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Un projet de loi qui a connu un vote de la majorité des députés. Pour la ministre de l'économie et des finances, cette ratification révèle d'une importance capitale pour la Guinée. La souscription de parts supplémentaires au capital d'une institution internationale comme celle-ci, qui appartient d'ailleurs, qui fait partie du groupe de la Banque mondiale, nous permettra d'augmenter notre droit de vote, celui de la Guinée, mais également celui de l'Afrique. Et cela est important quand on sait que notre continent et également notre pays ne sont pas vraiment bien représentés au sein des institutions, on n'a pas de poids pour les décisions. À l'issue des travaux, les élus du peuple se sont penchés sur l'amendement du projet du chronogramme de la session extraordinaire en cours depuis le 9 février dernier. Pour les députés, les attentes restent fondées sur le respect strict du déroulement des travaux comme le prévoit l'agenda de la dite session. C'est un chronogramme qui va nous permettre de travailler et de terminer
ce qui a été inscrit à l'ordre du jour, c'est ce que nous espérons tout au moins. C'est un chronogramme qui reflète ce sur quoi on s'était mis d'accord au niveau du bureau, parce qu'il faut dire que quand il y a une proposition, nous l'examinons au bureau, et puis nous partons au niveau de la conférence des présidents, là où il y a tous les membres du bureau et les présidents des commissions. Là aussi nous en discutons, et puis nous venons en plénière, puisque c'est la plénière qui est souveraine, pour soumettre ce chronogramme à l'appréciation de la plénière. Cette session parlementaire est convoquée spécialement pour examiner le code électoral, le code des collectivités et éventuellement le règlement intérieur ainsi que des projets de loi. Mais la priorité reste le code électoral qui constitue un facteur important pour la tenue des futures élections locales. L'autonomisation économique des femmes dans un monde de travail en mutation, c'est le thème de cette année de la Journée internationale de la femme, en prélude donc à l'évaluation et à l'appréciation de la condition de la femme lors de la 16e session ordinaire des Nations Unies du 13 au 24 mars prochain. La ministre de l'Action sociale guinéenne, de la promotion féminine et de l'enfance a fait une communication sur les mesures. Il s'agit de sa sollicitude auprès du gouvernement pour les activités prévues courant mars 2017. Daouda Mohamed Kamara. Selon la ministre en charge de la situation de la femme, Sanaba Kaba, la Guinée, en tant que pays membre des Nations Unies, s'inscrit aussi dans cette dynamique d'évaluation et d'appréciation de la condition de la femme. Et cela s'est prouvé par la volonté du gouvernement à soutenir les principes de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue du 25 au 27 septembre 2015 à New York, mais aussi de la déclaration et le programme des ODD, Objectifs de développement durable. La ministre a indiqué que la célébration du 8 mars 2017, Journée internationale de la femme, consacrera les efforts consentis par notre gouvernement et l'ensemble des acteurs et partenaires dans la prise en compte de la dimension égalité de genre et autonomisation des femmes. Suite aux directives données par la Commission de la condition de la femme, dont le mandat, le rôle et les responsabilités consistent à assurer le suivi de la déclaration de Beijing et du programme d'action sur les femmes, les États doivent porter le bilan de la mise en œuvre des politiques, projets et programmes en faveur des femmes, ainsi que l'apport des différents acteurs et partenaires à l'atteinte de ces objectifs. En harmonie donc avec le thème central qui est cette année, l'autonomisation économique des femmes dans un monde de travail en mutation, la Guinée aussi organisera une série d'activités au plan national. Et il s'agira principalement d'organiser une mobilisation sociale au Palais du Peuple pour réaffirmer l'engagement du chef de l'État et du gouvernement tout entier en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes guinéennes. Organiser une série de panels à l'intention des acteurs de la nation et autres partenaires pour capitaliser leurs initiatives et expériences en matière d'égalité de sexe et autonomisation des femmes. Organiser un dialogue interactif de haut niveau avec les ministres à travers une table ronde radio-télévisée pour leurs expériences et les bonnes pratiques et leurs institutions dans un processus d'alliance pour l'égalité entre sexe et autonomisation des femmes. Sensibiliser les acteurs sociaux, appuyer des groupes de femmes vulnérables pour favoriser leur autonomisation et l'auto-emploi. À noter qu'une délégation guinéenne prendra part à la 61e session à New York du 13 au 24 mars 2017. Et la proposition de budget pour la célébration de la journée prévue le 8 mars dans tout le pays s'élève à plus d'1,750 milliard de francs guinéens, même si le Conseil des ministres a demandé de revoir le budget de l'événement. L'humanité a célébré ce lundi 13 février 2017 la journée mondiale de la radio. Pour cette 6e édition, la journée a été célébrée sous le signe du rassemblement. À cette occasion donc, nos reporters ont sillonné quelques rédactions de la place. Voici le reportage de Aminata Touré. Il y a 71 ans, la radio des Nations Unies diffusait sa première émission. Pour marquer le coup, depuis 2012, l'UNESCO organise chaque 13 février la Journée mondiale de la radio. Une occasion de célébrer ce puissant moyen de communication et son impact sur les vies des communautés. La radio, en tant que moyen de sensibilisation, peut servir et desservir. Il faut une formation appropriée pour tenir ce métier de journaliste. Il faut revenir à l'école, il faut apprendre. On ne quitte pas la vie pour être journaliste pour avoir le micro. Mais je pense que le plus important, c'est qu'il faut que nous valorisons la formation. Il faut que l'État, que les promoteurs valorisent
la formation. On ne peut aller de l'avant que si on est formé. On ne peut transmettre l'information, sensibiliser, éduquer que si l'on connaît. Si on ne connaît pas, on ne peut pas le faire. Pour le PDG de la première radio privée installée en Guinée, n'est pas promoteur de radio qui le veut, mais plutôt qui le peut. Vous ne pouvez pas prétendre avoir une radio digne de ce nom, sinon vous n'avez pas au moins 15 salariés. 15 salariés, c'est-à-dire des gens qui ont des contrats, qui sont payés tous les mois. Vous ne pouvez pas dire que j'ai une radio alors que vous n'avez même pas 15 salariés. Vous ne pouvez pas dire j'ai une télé alors que vous n'avez pas au minimum 40 à 45 salariés. S'ils ne sont pas capables de remplir les conditions, il faut les éliminer. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un a de l'argent et va monter une radio. Quelle connaissance il a de la radio? Alors qu'aujourd'hui, plus de 50 radios sont implantées et écoutées en Guinée, force est de reconnaître que les journalistes, dans l'exercice de leur métier, sont confrontés à d'énormes problèmes, d'où cet appel lancé par un journaliste. Aujourd'hui, les journalistes ont besoin d'être rassurés par les autorités. Tout cela montre que les journalistes ont besoin de plus de sécurité dans l'exercice de leur profession. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le journaliste ou le journalisme, c'est aujourd'hui le soubassement de cette jeune démocratie que nous avons. Il faut dire qu'aucune activité officielle n'est organisée ni par les autorités ni par les associations de presse dans le cadre de la célébration de cette journée en Guinée. La coalition a publié ce que vous payez devant la presse ce lundi. Koléa a présenté les objectifs que s'est assigné le nouveau bureau élu la semaine dernière. Il a été également question pour la nouvelle équipe de la plateforme de définir ses défis à relever et les perspectives. Diaw Bachir pour le compte rendu. La coalition publiée Ce que vous payez est une campagne mondiale issue d'une initiative à l'échelle internationale. La plateforme travaille en Guinée depuis 2006 sur la gouvernance minière et la transparence dans les industries extractives. Et les défis à relever, selon le président Dr Alpha Abdoulaye Diallo, sont nombreux et clairement identifiés. Le défi de la coalition, c'est comment procéder au suivi des obligations légales de l'État au niveau des zones minières, des obligations légales des sociétés minières au niveau des zones minières, pour le respect vraiment de ces obligations, mais aussi pour que l'exploitation minière soit profitable aux communautés minières, soit profitable à la Guinée et aux sociétés qui exploitent ces mines. Parmi les plans stratégiques que compte développer le nouveau bureau figure en bonne place le renforcement de la communication interne et externe au niveau de la coalition. Bâtir ce qu'on appelle un plan stratégique qui sera basé sur le renforcement de la communication interne et la communication externe, mais aussi le renforcement des capacités des communautés riveraines, le renforcement des capacités des acteurs de la société civile et des élus à la base pour impacter globalement sur la gouvernance minière et la transparence dans les industries extractives. Avec les nouvelles réglementations applicables dans l'extraction des industries minières, Dr Alpha Abdoulaye Diallo estime que l'utilisation des revenus miniers doivent servir à financer aussi des projets de développement durable. Quels sont les investissements à long terme que l'État en fait par rapport à ces revenus? C'est extrêmement important parce que les conséquences de l'exploitation minière ne seront pas seulement qu'à la génération actuelle. Ce sont des conséquences qui vont rester. C'est-à-dire, je vais parler de la destruction et le pillage du couvert végétal, de l'environnement. Le nouveau bureau compte renforcer donc dans les jours à venir les capacités des représentants des antennes installées dans les zones minières, a conclu le premier responsable de la structure. Fait de société à présent, un incendie s'est déclaré hier dimanche à Yimbayapor, dans la commune de Matoto. Le feu a ravagé une maison et son contenu. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels restent importants. Le point avec Omar Sow. C'était aux environs de 14 heures, tandis qu'il y avait une coupure de l'électricité de Guinée, que le feu s'est déclenché dans cette habitation. D'après des explications données par les victimes, le feu serait parti du bas du lit, qu'a constaté l'enfant du propriétaire de la maison, qui aussitôt a couru pour alerter la mère. Sous un air désespéré, Tiranke Sidibé revient sur les circonstances de cet incendie.
J'étais au salon, j'ai demandé aux enfants d'aller se reposer. J'avais une autre fille qui était dans la chambre de son papa. Moi, je m'occupais à nettoyer la maison. Tout à coup, ma fille est sortie en courant pour me dire qu'il y a de la fumée qui se dégage dans la maison. J'ai couru aussitôt pour alerter les voisins qui sont venus nous aider à éteindre le feu. Il a fallu l'aide des voisins pour maîtriser le feu. Difficile à expliquer, les pertes sont énormes car rien n'a pu être sauvé. J'ai perdu 3 congélateurs, un poste téléviseur et des habits. On n'a rien pu sauver. Je suis là qu'avec ce seul complet que je porte. Le mari étant absent lors des faits s'en remet au Tout-Puissant. Pour lui, c'est une volonté divine. C'est Dieu qui a voulu, sinon il n'y avait même pas de courant. Donc ça s'est passé comme ça et je me remets à Dieu. Tout est parti en fumée. Tout, rien n'est sorti. Sur la plupart des cas d'incendie signalés dans la cité, l'électricité de Guinée est portée du doigt par les victimes. Mais cet autre cas en fait une exception. À signaler au moment des faits, il n'y avait même pas de courant électrique dans le dit quartier. Culture à présent dans cette édition d'information. La grande finale du concours Miss Guinée 2017 a eu lieu ce week-end à Conakry. Asmaou Diallo est déclarée la reine de la beauté guinéenne pour cette 9e édition. À cette occasion, le Premier ministre chef de gouvernement a offert 20 millions de francs guinéens à la Miss et ses 2 dauphines. Bah Mamad Alpha nous fait le compte rendu. La couronne de la plus belle fille du pays pour cette année 2017 revient finalement à Asmaou Diallo. Cette élection Miss a connu la participation de 23 candidates pour la demi-finale. Et c'est à l'issue d'une série de défilés et d'exposés devant le public que la Miss et ses 2 dauphines ont été sélectionnées par les membres du jury. L'heureuse gagnante s'est dit comblée de joie. C'est un sentiment de redevabilité que j'ai vraiment envers mon université, mes parents, mes amis, toutes les personnes qui m'ont soutenue jusqu'ici. Je suis vraiment très heureuse et très contente. Et le premier projet que je vais vraiment entamer pour le moment, c'est l'amélioration de la santé maternelle et infantile, car c'est quelque chose que je tiens vraiment à cœur. Le Comigui, Comité Miss Guinée, la structure organisatrice de cet événement qui reconnaît et met en valeur la beauté féminine du pays, parle d'une organisation réussie malgré que l'autrice habitait parfois les esprits. Ça a été génial du début à la fin. À un moment donné, il y a eu des tensions, tout le monde était stressé, mais au finish, tout le monde est heureux. Parce que la Miss qui a été cette année élue, elle l'a mérité vraiment. Voilà, elle est juste à côté de moi, c'est une fille courageuse, battante. Je l'ai vue à ses débuts et tout. Il y a eu un moment où elle voulait baisser les bras à Miss Conakry. Je lui ai dit non, tu as toutes tes chances. Donc ne te décourage pas, reviens. Elle est revenue aujourd'hui, voilà. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ne s'est pas fait compter ce rendez-vous électif de la plus belle fille de son pays. Mamadi Youla a exhorté aux candidates de rester naturelles. La seule chose que je voudrais dire à toutes ces belles demoiselles qui concourent pour être notre Miss, donc représenter la beauté guinéenne, c'est de leur dire de savoir rester naturel et de valoriser notre patrimoine. Aujourd'hui, ça fait partie quand même, c'est installé dans les pratiques partout dans le monde. On a besoin de représentantes de notre beauté, la beauté de la femme guinéenne. Donc c'est une bonne chose. 70 millions de nos francs guinéens, c'est la somme que doit recevoir la Miss. La première dauphine, 40 millions, la deuxième, 25 et 1,5 million pour toutes les 23 participantes. Et justement, face à cette élection, dont le mode vestimentaire des participantes a fait le tour des réseaux sociaux avec des critiques acerbes, le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique a suspendu la convention avec le Comigui. C'est dans une déclaration rendue publique ce lundi même que cette annonce a été faite par le chargé des questions juridiques du dit département. On écoute Kerfala Makanera au micro de Aliceni Diallo. Article 1er. La convention de partenariat entre le ministère de la Culture et le comité Miss Guinée, Comigui, portant sur l'organisation de concours de beauté au plan national est suspendue jusqu'à nouvel ordre à compter de la date de publication de la présente décision. Article 2. Jusqu'à l'élaboration d'un nouveau cahier de charges et d'un code d'éthique et de déontologie par une commission qui sera érigée à cet effet,
Toute organisation ayant pour objet les concours de beauté à dimension nationale est désormais interdite sur toute l'étendue du territoire sous peine de retrait de la licence d'entrepreneur et d'organisateur de manifestations culturelles sans préjudice des poursuites judiciaires. Article 3. Pour la promotion de l'image la plus positive de nos valeurs culturelles traditionnelles et authentiques, un cahier de charges sera élaboré ainsi qu'une charte d'éthique et de déontologie en vue de définir dans les moindres détails les nouvelles modalités et conditions d'organisation de l'élection Miss Guinée. Dernier élément de cette édition, page noire à présent, Momo Wandel Souma, l'ancien sociétaire du Sili national, a tiré sa révérence ce lundi à l'hôpital national Yasdine des suites d'une crise cardiaque. Wandel était jusque-là l'entraîneur principal de l'Étoile de Guinée, un club de Ligue 2. De la maison mortuaire en passant par la morgue, les parents et alliés étaient sur pied pour lui rendre un dernier hommage. Moussa Sefa Kamara pour les temps forts. C'est une autre gloire du football guinéen qui s'éteint. L'emblématique attaquant du Sili de Guinée, de l'Olympique de Conakry et de l'AS Kalom, Souma Momo Wandel n'est plus. À 41 ans, cet ancien footballeur et entraîneur s'en va pour de bon. À la maison mortière, ses parents sont inconsolables. Pour ses collaborateurs et parents, Wandel Souma entretenait toujours les relations fécondes. On a grandi ensemble, on a formé un club ensemble. Il a été mon président, j'ai été son président encore. Donc il est tout pour moi. Lorsqu'il y a un cas social chez eux à Dixine, je viens personnellement, réciproquement chez nous à Kaloum, il vient. Mohamed Lamine Nabé, président du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football, lui parle de pertes énormes. Cependant, la famille sportive est mobilisée pour lui rendre les honneurs dus à son rang. C'est une perte cruelle pour notre football. Nous sommes en train à chaud de nous concerter, voir comment nous pouvons lui réserver un hommage digne de son nom et digne du rang qu'il occupe dans le football guinéen. Souma Momo Wandel s'en va en laissant derrière lui 4 garçons et une veuve. Paix à son âme. Voilà, c'est cet élément qui met un terme à cette édition. Que l'âme de Momo Wandel donc repose en paix. Ça n'est terminé au compte de cette édition. Demain, mardi, vous serez en compagnie de Daouda Mohamed Kamara. Tout le plaisir donc a été pour moi de vous servir. Merci et portez-vous bien.